Voilà, sans être mauvaise langue, on se pose cette question à propos du président. Est-ce qu'il n'est pas en train de reculer sur l'ISF? Il a tenu des propos cette semaine face à des intellectuels qui laissent planer un peu le doute. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Saint-Etienne, économiste et professeur d'économie au CNAM. Au départ, on a cru comprendre, c'était au tout début du grand débat, que la porte, elle était fermée sur l'ISF. Cette semaine, le président, il entrouvre, diront certains, une porte sur l'impôt sur la fortune. Il a laissé entendre qu'il pourrait, pourquoi pas, le rétablir, je mets des guillemets encore une fois, en tout cas revenir, pour partir, repackager, revenir un peu sur la réforme de l'ISF. On se dit bien quand même que le grand débat est passé par là. Et qu'il... Non? Après, on va rentrer dans le détail. Le grand débat a montré deux choses. La première, c'est la distance entre la représentation de l'économique à la majorité des Français et la réalité. Quand vous regardez le grand débat et que vous écoutez les leaders, qui d'ailleurs changent en permanence des gilets jaunes, ils sont complètement dans une économie fermée. La France est seule au monde, on fait ce qu'on veut, ça n'a pas de réverbération sur le reste du monde. Pas de conscience que nous sommes dans une situation de double déficit, déficit public, déficit extérieur, que l'absolue nécessité de notre pays, c'est de relancer la production localement. Donc, dans ce contexte, en plus, avec une image où les riches, entre guillemets, qui sont devenus une catégorie mythique, sont tellement pleins de fric qu'il suffit toujours, entre guillemets, de relever les impôts qui les concernent pour améliorer la situation de la moitié de la population qui a des revenus les plus faibles. Donc, dans ce contexte, l'autre enseignement, c'est qu'effectivement, alors qu'on pensait qu'au moins sur un ou deux sujets, Macron était capable de tenir la barre, sur l'ISF, il est en train de donner des signaux qui, à mon avis, vont lui coûter extrêmement cher parce que après... Donc, ce n'est pas une mauvaise interprétation, encore une fois. Il y a ces sondages aussi qui sont clairs, sondages vague après vague, qui montrent que 80% des Français veulent le rétablissement de l'ISF. Politiquement, il devait lâcher du lest sur ce totem fiscal. Oui, alors d'abord, il s'est mis dans la situation où il est. Donc, à force de faire des bêtises depuis 2 ans, il est dans la situation qui a conduit aux Gilets jaunes. Mais dans cette vision de la majorité de la population qui est que les 20% de personnes qui ont les revenus les plus élevés sont en fait des gens qui, d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est sous-jacent, ont des revenus qui sont indus. Donc, de ce point de vue, il y a une confusion entre les revenus d'un Carlos Ghosn qui est dans une autre planète, où il a effectivement touché des revenus de l'ordre de 20 millions de dollars par an parce qu'il avait 3 casquettes, il avait Renault et puis la structure juridique aux Pays-Bas. Ouais. Donc les gens confondent ça avec la majorité des chefs d'entreprise. Il y a juste un chiffre parce que ici c'est l'endroit clé pour le donner. C'est un chiffre officiel, mais un chiffre officiel qui dérange, donc on n'en parle pas. Si vous prenez les 300 000 entreprises françaises qui font 80% du PIB marchand, et que vous prenez les revenus moyens des 300 000 chefs d'entreprise françaises en enlevant le SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes capitalisations en France. Le revenu moyen en France des chefs d'entreprise est 4 000 € bruts. Voilà. Donc les gens pensent que tous les patrons sont payés comme un patron du CAC 40. Voilà, que le patron Carlos Ghosn est représentatif des 300 000 hommes et femmes qui sont à la tête des entreprises qui font le pays. Donc il y a une confusion mentale. Donc il y a une demande, alors vous avez raison, il y a une demande d'une majorité de la population pour le rétablissement de l'ISF. Le séquençage, on sait bien que le séquençage, encore une fois, des mesures fiscales au global, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné le sentiment d'avoir baissé tout de suite l'ISF pour les plus aisés, et que par contre pour les autres, la taxe d'habitation, les cotisations, c'était par tranche, par Oui, il y a eu un mauvais séquençage. Voilà. Mais ceci étant, je pense que la moitié de la population qui ne paie pas d'impôt sur le revenu, puisqu'il y en a que 47% qui paient l'impôt sur le revenu, et qui constitue l'essentiel des troupes des Gilets jaunes, ils devraient réfléchir quand même. Parce que l'ISF, ce n'est pas un impôt qui rapporte, c'est un impôt qui coûte.
Non, ça rapporte 5 milliards. Au départ, ça rapportait 5 milliards. Non, non, ça rapporte 5 milliards. Ça rapporte 5 milliards. C'est sonnant et trébuchant, ça. David, laissez-moi faire la démonstration. Vous avez de l'ordre de 350 milliards d'euros de capital productif qui a quitté la France, de l'ordre de 30 à 40 000 chefs d'entreprise qui ont quitté la France. Ils sont parfaitement recensés en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. Et donc cette base taxable. Et donc cette base taxable qui s'est déplacée, si elle était investie en France, elle rapporterait 20 milliards à 25 milliards d'euros à l'État. C'est pour ça que je dis l'ISF coûte. Ça paraît gros, 20 à 25 milliards. Non, pas du tout. Je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres. J'ai vu des chiffres passer. 20-25 milliards d'euros. C'est peanuts. Si vous avez de recettes fiscales. Bien sûr. Si vous avez 300 milliards de capitaux investis en France plutôt qu'à l'étranger, ça génère un chiffre d'affaires qui... Vous parlez sur 20 ans, si on faisait revenir tous ceux qui sont partis depuis 20 ans. Oui, d'accord, certes. Mais donc, l'ISF ne rapporte pas 5 milliards, mais même si vous prenez des recettes de 15 milliards qui seraient accrues à l'État si ces capitaux étaient investis, l'ISF ne rapporte pas 5, mais il coûte au moins 10. Ouais. Voilà. Vous mettez dedans la TVA, l'IRPP, bien sûr, bien sûr. Tout ce que ces capitaux investis ici génèrent de l'activité. Cette activité génère de la TVA, des cotisations sociales sur les revenus de l'impôt sur le revenu. Donc c'est de l'ordre de 20 à 25 milliards. Ouais. Je suis désolé de vous faire tomber cette illusion qu'en rétablissant l'ISF, je sens bien que vous y êtes favorable, mais en rétablissant... Favorable à rien du tout. Je fais de la preuve comme vous, d'ailleurs. À ce qu'on explique les choses. C'est intéressant de voir qu'il y a 5 milliards de recettes, mais effectivement, il y a un coût indu et c'est ça qu'on veut voir. Et alors, justement, ce que je voulais dire, c'est que si vous rapprochez ça du double déficit public et extérieur, le problème central français, c'est un déficit de production. Donc, les gens qui... Le premier mouvement des Gilets jaunes, pas les casseurs des derniers week-ends, le premier mouvement des Gilets jaunes en novembre venait des territoires désindustrialisés du fait de la désindustrialisation. Si ces gens, très objectivement et très froidement, moi je suis un fils du peuple, hein, mes grands-parents étaient ouvriers, donc je ne défends aucun intérêt, mais si les gens des territoires désindustrialisés pensent qu'ils vont s'enrichir en faisant fuir les chefs d'entreprise qui étaient restés ou en exigeant une mesure de rétablissement de l'ISF qui dégoûtera à jamais ceux qui sont partis de revenir, ils se tirent 6 balles dans le pied. Ouais, n'empêche que si je vous prends au mot, l'ISF pour sa composante financière a été supprimée. On n'a pas vu une horde de Français vivant à l'étranger revenir et non, le mais capital on a vu un revenir. ralentissement on a vu un ralentissement. Donc c'est pas non plus. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, d'autant plus que ce qui est en train d'arriver était prévisible. Beaucoup de gens ont dit, quand on a supprimé l'ISF, est-ce que ça sera durable? Donc, de fait, on donne raison à ceux qui craignaient que l'instabilité fiscale. Bon, on ne va pas aller trop loin non plus. Il n'a pas encore changé d'avis, le président. Il a entrouvert la porte. Il a dit, d'ailleurs, clairement, on va d'abord évaluer encore une fois pour voir si les Français qui ne paient plus l'ISF ont réinvesti dans l'économie productive, dans les entreprises. Là, on se dit, alors il y a une mission qui a été confiée à l'Assemblée nationale. Mais il y a bien eu un rebond de l'investissement productif depuis. Non, mais moi je veux voir concrètement dans quelle mesure on peut vérifier. Alors, il faudrait les données non individuelles de chaque contribuable. Là, on se dit, Bercy pourrait faire. Oui, Bercy peut le faire. Est-ce qu'on peut vérifier, oui ou non, concrètement, savoir ce qui a été fait, cette cotisation d'ISF, 5 000, 10 000, 15 000, que certaines personnes aisées ne payent plus, ce qu'ils en ont fait? Voilà, si, c'est vérifiable. Donc, il faut aller sur dossier. Il faut prendre... vous avez 150 000 personnes qui paient encore l'IFI. Avant, c'était 300 000 qui payaient l'ISF. Il faut voir ce qui a été fait on par peut faire par 150 000 sondage, prendre dans les dossiers des gens qui déclaraient plus de 10 millions. Là, il n'y en a que quelques dizaines de milliers. C'est facile d'extraire 1000 ou 2000 dossiers et puis de faire. Mais si ces gens ont consommé, ont acheté des voitures ou ont dépensé en restaurant. Mais justement, mais ça fait fonctionner l'économie de toute façon. Il vaut mieux qu'ils le fassent en France que de le faire à Bruxelles ou de le faire à Genève. Ça, c'est le premier point. Non, mais on oublie complètement. On pourra vérifier. Ma question, c'est est-ce que, au terme de cette évaluation, qui est menée donc par l'Assemblée nationale à partir de l'automne, on pourra dire clairement oui ou non, voilà. Non, c'est ce que je voulais vous dire. On peut faire malgré tout, si vraiment on le veut, des études de cas par extraction de dossiers. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, le lien direct ne peut pas être produit immédiatement, puisque au fond, la suppression de l'ISF, c'est créer une incitation soit à rester, soit à revenir.
Mais là, c'est pareil, on aurait dû attendre 10-15 ans pour voir si ça produisait ou non un effet extrêmement significatif. Mais le deuxième point que je voulais évoquer, c'est quoi? C'est que je pense qu'on fait une erreur collective. Je l'ai déjà dit devant vous, David. On a le droit de demander, le peuple a le droit de demander, c'est un choix de société, de taxer plus fort les riches ici qu'ailleurs. Bon, le Luxembourg, Monaco font des choix différents, mais nous, en tant que peuple, en tant que nation... C'est pas la même taille de pays, vous savez. Ouais, je sais, mais on peut souhaiter demander une taxation plus forte. Mais autant le faire en sorte que les gens restent plutôt que de les faire fuir. Ouais. Et donc, si on fait fuir, il n'y a plus rien à taxer. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'erreur de Macron, c'est de ne pas avoir supprimé totalement l'ISF sans créer l'IFI, mais à la place de faire un impôt très visible que j'avais déjà proposé chez vous, qui est toujours sur la table, que j'appelle l'impôt Gini, puisque ça vient du coefficient Gini, et qui mesure les inégalités. Et donc, j'avais proposé qu'on ait une taxe spécifique calculée sur le revenu global. Et donc, pour le revenu global supérieur à 100 000 euros, j'avais proposé qu'on fasse une taxe de 1%. Et puis, pour ce qui est supérieur à 200 000 euros, 2%. Et ça, j'ai répondu que j'avais un doute sur le rendement de ce truc-là. Si, c'est très significatif. Ça rapporterait plus que l'IFI aujourd'hui. Bon. Et ça serait d'ailleurs très intéressant parce que ça serait un impôt sur le capital, pas seulement physique, mais aussi intellectuel. Cher Christian, vous n'êtes pas encore président. Le président, lui, moi, ce qui m'intéresse, c'est son plan à lui. Quand vous le serez, David, vous pourrez m'appeler comme je serai votre ministre, je serai votre secrétaire d'État. Non, mais son plan pour rétablir l'ISF, parce qu'il n'y a rien de calamiteux. Alors, si je comprends bien en creux, même si rien n'a été précisé, l'idée, c'est de véritablement exonérer ceux qui investissent dans les boîtes françaises. Oui. Donc, si j'ai bien compris, on reviendrait à la situation initiale, originelle, où il y avait une cotisation d'ISF avec un système de crédit, de réduction d'impôt sur la cotisation d'ISF qui fonctionnait à hauteur de 50%. On mettait 100, on avait une baisse de 50% de la moitié de sa cotisation d'ISF. Là, on passerait à 100%. Est-ce que c'est scandaleux de se dire il y a un ISF pour ceux qui ne réinvestissent pas dans l'économie française, dans les boîtes françaises, et si vous devez payer, on va dire, 10 000 euros ou 5 000 euros d'ISF, si vous investissez autant dans les actions, les obligations d'une boîte française, vous ne payez plus d'ISF. Est-ce que c'est ça qu'il a en tête? Je ne sais pas, mais moi, j'ai le sentiment que c'était ça. Peut-être, mais c'est une question d'une complexité inouïe. Non, c'est revenir à la situation initiale avec un taux de réduction je redis que c'est de 100%. Situation de complexité inouïe. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays qui pense revenir à l'ISF alors qu'on l'avait depuis 20 ans et qu'on a encore l'IFI. Donc, encore une fois, on n'est pas en économie fermée, on est en économie ouverte dans une Union européenne dans laquelle il y a une compétition fiscale très forte. Donc, on va encore se mettre à l'écart des flux d'investissement. Ça, c'est le premier point. Alors qu'on a besoin plus que jamais de produire. Et le deuxième point, c'est que le fait de garder l'IFI après avoir supprimé l'ISF a fait naître un débat qui mérite d'être entendu et qui est de dire pourquoi les gens qui investissent dans la pierre sont que, au fond, un groupe de fiefs et connards. Pourquoi est-ce qu'investir dans la pierre, c'est forcément très inférieur en termes d'utilité sociale à ceux qui investissent dans les entreprises? Parce que vous avez 1 700 000 personnes qui travaillent dans le BTP et ça génère des recettes fiscales phénoménales pour l'État. Donc je continue de penser... Ça génère plus de recettes que de dépenses pour l'État, voilà, d'ailleurs. C'est pour ça que je continue de penser qu'il faut tout supprimer, on a compris. Que l'impôt sur la fortune, c'est mauvais. Voilà. Et que, pour parler très très directement, si le peuple génère une jouissance de la taxation spécifique des très riches, alors mettons en place une taxation spécifique des très riches qui fasse jouir le peuple, mais qui ne détruise pas l'économie française. Voilà, et à supposer que, encore une fois, rien n'est fait, même s'il a entrouvert la porte, qu'il revient en arrière, le président, ça confirmerait cette maladie française de l'instabilité fiscale. Ça, c'est terrifiant. Dramatique. Et après, la question, et on finit là-dessus, c'est savoir si, supposer qu'il rétablisse pour partie l'ISF avec un mécanisme que j'évoquais, est-ce qu'il, pour le coup, il perd pas un peu sa crédibilité, encore une fois, sa capacité réformatrice? Ça sera... Mais je pense qu'il en a conscience. Mais là, l'enjeu politique, c'est 1000 fois l'enjeu du rétablissement ou non de l'ISF. S'il fait cette erreur, il est mort. Point. Il est déjà à moitié mort vis-à-vis du peuple parce qu'il est aujourd'hui considéré... Mais non, 80% des Français souhaitent le rétablissement de l'ISF. Justement, il va dans le sens des sondages. Non. En termes de crédibilité perso, s'il fait ça, ça veut dire qu'il se déshabille. C'est une façon de dire « j'avais totalement tort depuis le début ». Donc déjà qu'il n'est pas aimé, si en plus il reconnaît qu'il a tort, la troisième étape, c'est dégage. J'ai bien compris, il a ouvert une brèche, on finit là-dessus, face aux intellectuels, en disant « il faudrait voir pour reconditionner l'ISF ».
pour ceux qui n'ont pas investi dans les boîtes françaises. Si on devait faire un reconditionnement intelligent de l'ISF plutôt qu'un mécanisme qui serait dérivé du mécanisme antérieur, ce qui serait peut-être possible, c'est de retirer, c'est-à-dire de réinclure dans la base IFI, c'est-à-dire en recréant un nouvel ISF, mais à titre perso, je suis totalement contre. J'essaye simplement sur le plan technique d'imaginer quelque chose de pas trop dangereux. Ça serait de réintroduire les liquidités, c'est-à-dire vous auriez immobilier et liquidité, mais de laisser totalement la base action en dehors de l'investissement. C'est-à-dire pas par un mécanisme fiscal, mais par une action sur la base. Ce qui peut se comprendre. Oui, ce qui peut se comprendre. Effectivement, ça fait du sens. Voilà, on voulait vous en parler. C'est effectivement, cette semaine, on a senti qu'il y avait peut-être une brèche qui était ouverte sur un rétablissement partiel, repackagé, reconditionné de l'ISF. Merci pour Merci, David. éclairage des points de vue signé Christian Saint-Etienne, économiste et professeur d'économie au CNAM. Merci. Merci.